fait du monde. Et à qui on dit merci? Qui c'est qui va pas se faire boucher? C'est vous. Bien. Bonjour à toutes et tous et merci à vous d'être là. Nous avons pris la décision hier d'annuler notre festival de l'Insoumission au vu des informations en notre possession et fournies par Météo France avec des risques d'orage et de pluie qui rendaient impossible la tenue dans de bonnes conditions de notre festival. Mais donc celui-ci est donc reporté et nous aurons l'occasion de faire d'autres festivals de l'Insoumission à d'autres moments. Ce festival, il s'inscrivait dans la série des réunions publiques que nous tenions dans le cadre de cette campagne. Depuis le début de la campagne, ce sont plus de 450 réunions publiques qui se sont tenues. Depuis le début avril, plus de 300 réunions qui ont rassemblé 13 000 personnes, plus 3 000 personnes lors des nombreux meetings que nous avons menés en parallèle. Et donc cette série de meetings, de réunions publiques se poursuit cette dernière semaine en s'accélérant avec un meeting le 21 à Toulouse, un le 23 à Lyon, le 24 à Lille et à côté de ça 35 réunions publiques et réunions avec des candidats sur l'ensemble du territoire. Et donc là, notre campagne continue de s'accélérer et de s'étendre sur l'ensemble du territoire avec la dernière affiche de campagne avec le slogan « Dites Manon à Macron » ainsi que notre tract d'appel au vote qui a été édité à près de 2 millions d'exemplaires pour être distribué par l'ensemble des militants de la France et des Insoumises sur le territoire. Donc voilà où nous en sommes de la campagne et de cette série de meetings. Et je vais tout de suite donner la parole à Manon Aubry. Bonjour à tous. Donc, vu qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir place Stalingrad, on se voit ici, mais le message reste le même pour nous pour cette dernière semaine de campagne. Il nous reste 6 jours pour mobiliser. Et pour nous, la vraie question, c'est de la dynamique sur laquelle on peut capitaliser pour cette dernière semaine. On est aujourd'hui donné dans un sondage à 10%, et notre objectif clair, fixé aujourd'hui, et de passer devant les Républicains, non pas parce qu'on veut être absolument devant les Républicains, mais parce qu'aujourd'hui, il en va de la démocratie que de déjouer le duo entre La République En Marche et le Rassemblement National. Dans cette dernière ligne droite de campagne, nous voulons nous poser comme la voie, l'alternative qui déjouera ce duo entre les deux formations politiques et qui nous permettra aussi de placer et de replacer le débat sur le terrain des idées, là où en réalité on voit des convergences de fond entre La République En Marche et le Rassemblement National. Et donc on voulait lancer aussi, profiter, et c'était ce qui était prévu aujourd'hui à Stalingrad, assez solennellement, un appel à la mobilisation générale. Ne laissons pas refaire le second tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui nous sommes à 10%, le 26 mai, nous pouvons être à 12, 14, 15%, être devant les Républicains et se poser comme la voie et l'alternative qui portera les ambitions écologiques et les ambitions sociales de toute une population française. L'objectif, je pense, c'est pour nous de aussi créer une forme de surprise dans ce scrutin pour les élections européennes. L'objectif et la manière dont va se dérouler pour nous cette dernière semaine de campagne, elle va se faire comme toujours à la France Insoumise, en prise avec les réalités des gens, que vivent les gens. Alors cette élection européenne doit non seulement être le 28e acte des Gilets jaunes, mais elle doit aussi être plus que jamais une mobilisation pour le climat. Et parce qu'on ne se sépare pas des réalités, nous appelons aussi aujourd'hui à une mobilisation la plus large
possible les 24 et 25 mai prochains dans les rues, à l'appel des jeunes, à l'appel de l'ensemble des organisations et des ONG mobilisées sur les questions climatiques, pour dire il y a urgence et que cette mobilisation qui a été la nôtre dans les rues ces derniers mois et ces dernières semaines, notamment aux côtés des jeunes, va se poursuivre et qu'une grande partie de notre action de cette semaine sera tournée sur les questions climatiques pour faire de cette mobilisation les 24 et 25 mai une grande réussite qui mobilisera, j'espère, le plus possible. Vous avez sans doute vu aussi que nous avons lancé cette semaine un appel pour déclarer en France l'état d'urgence climatique. Cet appel qui a été lancé par les députés à l'Assemblée nationale, qui est un appel aujourd'hui sur lequel nous voulons revenir et capitaliser en vue de ces prochaines semaines, parce que c'est un sujet éminemment européen, parce que l'Irlande et le Royaume-Uni ont déjà déclaré l'état d'urgence climatique, et donc nous appelons le président de la République, s'il prend à bras-le-corps la question climatique, s'il la prend au sérieux, alors déclarons l'état d'urgence climatique. Je peux vous faire une petite blague forcément sur le climat déréglé aujourd'hui, on en subit les conséquences pour l'organisation d'un meeting. L'organisation d'un meeting, c'est rien à côté des conséquences subies par ceux qui sont déplacés à cause, qui deviennent des réfugiés climatiques à cause du changement climatique, sur toutes les pratiques agricoles qui sont modifiées et sur l'ensemble de notre planète qui est mise en danger à cause des pratiques climatiques. Et vous l'avez vu, on a sorti aujourd'hui une tribune dans Libération qui revient sur notre proposition, notre concept de l'écologie populaire. Et c'est bien sur ça aussi que doit se faire la mobilisation des 24 et 25 mai prochains. On le voit, les discours, notamment des jeunes, sont extrêmement radicaux. Écologie libérale, écologie du capital. Eh bien, aujourd'hui, ils démontrent aussi la nécessité de changer de braquet et de changer nos modes de consommation, nos modes de production et de changer purement et simplement le système. Et donc, nous pensons qu'il faut sanctionner les pollueurs, sanctionner les plus riches qui sont, eux, responsables de la plus grande partie des émissions de gaz à effet de serre, les 10% les plus riches étant responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Et donc la mobilisation à la fois dans les rues, mais à la fois aussi pour ces élections européennes, doit marcher sur ces deux jambes de l'écologie et du social qui sont aujourd'hui irréconciliables. On ne s'attaquera pas à la fin du monde sans s'attaquer à la fin du mois. Et ces deux slogans restent aujourd'hui les slogans mobilisateurs à la fois pour les mobilisations à venir et pour ces élections européennes. La dernière chose que je voulais vous dire en lien avec cela, c'est que nous présentons aussi aujourd'hui 3 projets de directives qui sont un peu particuliers parce que on a déjà eu l'occasion de se voir avec un certain nombre d'entre vous pour annoncer des projets de directives. Mais ces projets de directives européennes sont nés d'un processus assez inédit à la France insoumise et qui est inédit aussi dans le paysage politique. Pour moi qui viens du milieu associatif, c'est aussi une des raisons qui m'a convaincue de rejoindre le mouvement politique qui vise à faire de la politique avec les citoyens. Et donc nous avons organisé au cours de ces dernières semaines des ateliers des directives européennes où nous avons associé les citoyens. Nous sommes allés y compris dans des quartiers où on ne fait plus de politique, dans des quartiers populaires, interroger les gens sur leurs préoccupations, sur leurs attentes. Et à partir de ces préoccupations et de ces attentes, nous avons élaboré avec eux 3 propositions de directives européennes qui seront nos 3 priorités demain au Parlement européen. Comme vous le savez tous, malheureusement, et c'est un problème démocratique, un problème institutionnel, les députés européens n'ont pas l'initiative parlementaire. Ça fait partie des raisons pour lesquelles nous pensons qu'il faut changer les règles institutionnelles européennes. Mais néanmoins, nous avons la possibilité d'amender des textes. Et donc ces 3 propositions de directives européennes dont je vais dire un mot, qui ont été élaborées par les citoyens, seront notre boussole de nos premiers mois de mandat pour porter cette parole citoyenne de ces ateliers des directives européennes organisés dans des villes et dans des villages jusqu'au Parlement européen pour mettre en pratique ce que l'on dit, ce qu'on prône, c'est faire de la politique avec les citoyens. Ces 3 directives européennes, vous aurez les textes de manière détaillée. Il y en a une qui porte évidemment sur le climat et qui fait le lien aujourd'hui avec la mobilisation qui sera la nôtre sur les questions climatiques pour cette dernière semaine. Une directive qui, dans les grandes lignes, propose la sacralisation de biens communs comme la terre,
L'eau aussi, on a organisé plusieurs ateliers des directives européennes sur le droit à l'eau qui propose la reconnaissance de l'écocide comme une infraction pénale et qui fixe à partir de la règle verte, qui décline ce que veulent dire pour les gens la règle verte, comme de la sobriété en matière énergétique, comme la création d'une agence qui fixera des règles et qui fera de cette règle verte une boussole de l'ensemble des politiques publiques. Et enfin, un grand plan de sauvegarde de la biodiversité, ce qui était intéressant aussi dans les ateliers des directives européennes. Certains se sont déroulés en marge de la sortie du rapport des experts des Nations Unies qui pointe la 6e extinction de masse qui est désormais commencée et qui est aussi devenu un point dans lequel les citoyens se reconnaissent davantage, et on l'a senti aussi à travers nos ateliers des directives. Deuxième projet de directive, une directive contre l'évasion fiscale. Alors, vous le savez, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur à titre personnel, mais c'est intéressant de voir aussi que la mobilisation des citoyens, là aussi, est importante, et que la question de l'injustice fiscale suscite l'injustice, suscite un sentiment de colère. Et que dans cette proposition de directive, sans surprise, vous retrouverez des propositions d'une liste élargie des paradis fiscaux, de davantage de transparence fiscale, de la remise au goût du jour d'une taxe sur les transactions financières, mais aussi d'idées qui n'étaient pas dans le programme de la France Insoumise et qui sont issues de ces ateliers des directives européennes et qui viennent enrichir le projet de la France Insoumise, comme l'obligation faite aux États de déclarer les avantages fiscaux offerts aux particuliers et aux entreprises. Ça, c'est le langage citoyen. Dans le langage technique, ça s'appellerait des rescrits fiscaux, et l'accès aussi aux syndicalistes de l'entreprise, aux données, à la stratégie fiscale de l'entreprise, qui est fait à l'heure actuelle uniquement de manière fiscale, c'est-à-dire replacer le rôle des syndicalistes dans les stratégies fiscales des entreprises. Dernière proposition de directive, et j'en finis là-dessus, une proposition de directive sur le protectionnisme solidaire, qui sera aussi un axe prioritaire au Parlement européen. Là aussi, pour cette directive, on retrouve des propositions qui font écho à ce qui a pu être porté, mais qui est précisé par les citoyens, notamment sur la taxe kilométrique aux frontières de l'Union européenne pour prendre le contre-pied des accords de libre-échange. Alors, comment fonctionnerait cette taxe kilométrique? Sur la distance qui sépare les marchandises de leur arrivée dans l'Union européenne, mais aussi sur les modes de transport utilisés pour acheminer ces marchandises, pour privilégier les modes de transport verts. Ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'on a vu grâce notamment aux médias qui en ont parlé. Une question qui a mobilisé les citoyens dans les ateliers des directives européennes, c'est la question du transport, la question du fret. Évidemment, la ligne de fret, la possible fermeture de la ligne de fret entre Rungis et Perpignan a trouvé des échos dans nos ateliers des directives européennes et a sensibilisé les citoyens à privilégier aussi des modes de transport verts, entre guillemets, dans le calcul de cette taxe kilométrique, mais aussi une taxe sociale aux frontières de l'Union européenne qui viserait à mettre une taxe en fonction du respect du droit du travail, qui là aussi est une volonté de réconcilier les questions sociales et les questions écologiques. Concrètement, plus un produit vient de loin, plus il sera taxé, mais aussi si cette marchandise ou ce produit ne respecte pas des normes fondamentales en matière de droits de l'homme reconnues par des textes juridiques internationaux, alors ils seront soit davantage taxés, soit refusés. On refusera leur entrée au niveau de l'Union européenne. Vous retrouverez tous les détails dans ces propositions de directives, mais j'insiste sur la méthode. Aujourd'hui, la France Insoumise est le seul mouvement politique à faire la loi avec les citoyens. Vous allez me dire, c'est l'essence de la démocratie. C'est vrai, la démocratie du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais je crois que plus que jamais, dans une élection européenne qui ne passionnerait pas les Français, notre objectif et notre ambition et notre responsabilité est d'associer les citoyens au maximum au travail qui sera le nôtre demain de parlementaires européens, et l'engagement que nous prenons aussi solennellement aujourd'hui en tant que futurs députés européens est de continuer cette initiative, de continuer cette démarche pour demain au Parlement européen, continuer à créer et à élaborer des projets de textes européens avec les citoyens pour se faire leur porte-voix demain au Parlement européen, en espérant avoir un maximum de députés possibles d'ici le 26 mai. Je laisse la parole à Jean-Luc Mélenchon. Et après, vous aurez le droit aux questions. Non. Qu'est-ce que je dois faire? Vas-y. Sur les coalitions européennes. Bon. Vous voulez rien me demander? Si. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Non, comment on procède là? Non, mais d'abord un mot sur les coalitions européennes. Je vais le faire.
Bon, moi j'ai un confort de situation nouveau pour moi. Je n'ai aucune responsabilité dans la campagne, à part faire ce qu'on me dit de faire, donc c'est assez agréable. Je peux regarder avec l'œil d'un connaisseur ce qui se fait, et je pense que le contrat est rempli, bien, de manière assez spectaculaire, parce que comme vieux guerrier, je vois qu'il n'y a jamais eu autant de choses de faites dans une campagne, et que notre tête de liste a déjoué tous les pièges et su être la force d'entraînement dont on avait besoin pour une campagne dans laquelle on peut vraiment dire qu'on n'est pas aidé. On n'est pas aidé d'abord par le fait que ceux dont c'est le métier de poser des questions les posent sur des sujets qui sont fascinants, ça va de soi, mais sur les questions européennes plus difficilement. Si bien qu'au fur et à mesure, on a eu un mal de chien à introduire des sujets. Bon, par exemple, le mal qu'on a eu à faire comprendre qu'il y avait un problème dans la relation avec l'Allemagne. Pour finir, ça s'est discuté pendant même pas 2 jours à propos des relations de monsieur le président de la République avec madame Merkel. Or, pourtant, notre volonté, c'était d'introduire des sujets dans la campagne. Manon Aubry vient de le rappeler. On peut pas faire une campagne électorale autrement qu'en lien avec la réalité. Sinon, qu'est-ce qu'elle signifierait? Là, il y a un enjeu pour cette semaine, elle l'a dit, c'est faire que la France se prononce sur l'état d'urgence climatique. Voilà. 2 parlements l'ont déjà fait, c'est un enjeu pour nous. Utiliser la campagne électorale, mettre le président de la République le dos au mur pour l'obliger à le faire. Ce qui était le sens de la question de Mathilde Panot aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Je prends cet exemple parce que c'en est maintenant, il y en a un autre aussi qui est plus proprement politique, qui peut-être donc va intéresser et qui va se régler cette semaine. Nous venons de faire 6 mois, 7 mois, pour nous 1 an de campagne, chacun développant ses thèmes, ses idées, montrant quelle importance absolue et quelle différence fondamentale il a avec tous les autres. Et puis on apprend dans la dernière ligne droite, sans qu'on en voie trace dans le débat, que au fond, la République en marche, les sociaux-démocrates, c'est-à-dire le Parti socialiste dans toute l'Europe, et Europe Écologie Les Verts dans toute l'Europe, ainsi que les Républicains, se mettraient tous d'accord, une fois arrivés au Parlement européen, pour élire le même président de la Commission. Donc, dans cette dernière ligne droite, notre but, ce sera aussi de faire la clarté sur ce sujet. En tout cas, faire la clarté. Au moins, faire qu'on puisse en parler, qu'on puisse regarder et que chaque personne qui va aller voter vote en connaissance de cause. Peut dire, bah oui, moi je suis tout à fait d'accord pour qu'ils s'entendent pour finir, et puis d'autres qui peuvent penser comme nous qu'on n'est pas du tout d'accord avec ça. Parce que faire ça, c'est recommencer le méli-mélo, la confusion, et surtout l'étranglement du débat qui depuis des années est en train de tuer à petit feu l'Union européenne, puisqu'on ne peut parler de rien, vu que les sociaux-démocrates et la droite se mettent d'accord à chaque session, sur tous les textes, sur tous les sujets. Comme vous le savez, s'ils élisent le même président de la Commission, ça veut dire qu'ils se mettront d'accord, comme c'est le cas aujourd'hui, sur tous les votes avant. Il me semble que c'est un point quand même qui devrait participer du débat politique. Et donc, moi, c'est ma partie. Pendant la semaine, je vais aller dans tous les meetings où on a décidé de m'envoyer, expliquer ça pour que nos amis comprennent et portent la parole autour d'eux. À quoi ça sert de voter pour des gens qui, pour finir, vont se retrouver tous d'accord? Je veux dire, à quoi ça sert? Quand on n'est pas d'accord avec ça, je suis persuadé qu'il y a des milliers de socialistes qui sont pas d'accord avec ça. Ils étaient déjà pas d'accord la dernière fois pour voter Juncker. Je sais pas pourquoi cette fois-ci, tout d'un coup, ils seraient d'accord pour aller voter pour Juncker bis. Donc, il y a des gens qui, par honnêteté, par vue sur un peu le long terme, auraient plus intérêt à voter insoumis que quoi que ce soit d'autre. On va essayer de le prouver. La deuxième chose, c'est que pour nous, il s'agit de mettre en échec, alors c'est à moi de m'en occuper, parce que c'est à moi que ça a fait le plus de mal sur le plan humain, de l'opération récupération de Cotarac, parce que, bon, ça amuse beaucoup tous ceux qui aiment nous nuire et inventer l'idée d'une porosité qui existe nulle part, qui n'apparaît dans aucune enquête d'opinion, mais enfin, ça permet de parler, quoi, et de faire semblant de s'intéresser à l'élection. Mais sur le fond de l'affaire, c'est pas ça. C'est que nous, on vient de passer des mois à essayer d'expliquer aux fâchés qui sont pas fachos
il faut arrêter de voter pour le Rassemblement national et il faut voter pour les Insoumis, parce que vous êtes pour les augmentations de salaire comme nous et pas elle, parce que vous êtes pour la diminution du temps de travail comme nous et pas elle, parce qu'elle vote avec des gens qui vont porter le temps de travail à 60 heures. On vient de passer des mois à faire ça. Et tout d'un coup, on nous sort une boule puante, un lapin du chapeau, qui vient cacter à la télévision en disant « Seul le Rassemblement national est en état de faire échec à la politique de M. Macron ». Bien joué. Mais vous êtes tous rendus, en quelque sorte, complices d'une opération de propagande. Parce que qu'est-ce que raconte ce type? C'est ça qu'il faut écouter. Il raconte que quand on est bien fâché, faut faire facho. Le contraire de ce que nous on dit. Quand on est bien fâché, il faut faire insoumis. Donc je vais aller expliquer ça dans les meetings où je vais, et puis essayer de mettre en garde, après tout, mettre en garde, dire écoutez, faites attention, et surtout m'adresser aux fâchés qui sont pas fachos, vous laissez pas attraper. Vous allez encore une fois voter contre vos intérêts. Bon, je vais pas développer ici, mais c'est ça que je vais faire. Je vais passer ma semaine à expliquer ça. Alors, vaste programme, hein. Arriver à mettre le dos au mur le président pour l'obliger à déclarer l'état d'urgence. 2, expliquer que le sens d'un bulletin de vote, parce que les gens votent aussi pour un président de commission. Et 3, continuer le travail qui est absolument indispensable de faire dans notre pays pour essayer d'assainir la situation politique et sortir de ce menu dégoûtant qui maintenant a l'air d'être à l'ordre du jour de toutes les élections. C'est ou Macron ou Le Pen. Bon, pour y arriver, la remarque de Manon Aubry est la bonne. Je pense que sa stratégie est la bonne. Il faut arriver à passer devant les Républicains. Parce qu'à ce moment-là, on montrerait qu'il y a une alternative. Bon, ceux qui aiment ça, ils continuent à voter comme toujours à chaque élection de la même manière. Et puis les autres, ceux qui veulent une alternative, à la raison, ça peut pas être de se dire bon, c'est qui les suivants? Ah, les mêmes, les Républicains. Donc ouvrir la perspective d'une alternative. Alors c'est la raison pour laquelle, c'est le message qu'elle a lancé, je crois déjà à plusieurs reprises. Il faut que les gens comprennent qu'il faut donner de la force à une force. Et en l'occurrence, à part nous, je vois pas bien qui, dans l'état actuel des choses, compte tenu de ce que nous apprennent les sondages et les outils qu'on a. Voilà. Et j'ai dit tout ce que je devais dire. Merci. Il y a un an, vous décidiez à la France Insoumise de faire de l'élection un référendum anti-Macron. Compte tenu des circonstances actuelles et effectivement de cette polémique, notamment avec le Rassemblement national, est-ce que vous ne regrettez pas a posteriori de ne pas avoir fait plus tôt ce que maintenant vous faites, c'est-à-dire de dire ne faisons pas ce duo RN-RN? Bon, je vais donner un premier élément de réponse, c'est que aujourd'hui, ce duo, il a été servi sur un plateau doré, et que force est de constater qu'on ne pensait pas qu'à quel point il avait été sorti sur un plateau doré. Mais nous, notre message a toujours été très clair, que aujourd'hui, tous ceux qui pensent que voter contre Macron, c'est voter Le Pen, c'est se fourvoyer quand ils sont d'accord pour ne pas augmenter le SMIC, quand ils sont d'accord pour la hausse du temps de travail, quand ils sont d'accord pour des mesures anti-écologiques ou contre l'égalité femmes-hommes comme le congé parental au niveau européen. Donc on n'a pas vacillé là-dessus, et je pense que ça doit être, aujourd'hui on doit être l'alternative. La France insoumise est la seule alternative à l'extrême marché et à l'extrême droite. Et ça, ce message-là n'a pas vacillé, et c'est le message qu'on continuera à marteler jusqu'au 26 mai. Nous sommes la troisième voie à ce duo qui est présenté, et ça n'en demeure pas moins un référendum anti-Macron. Parce que quand on dit un référendum anti-Macron, c'est pas Emmanuel Macron, sa personne en lui-même le problème. C'est la politique qu'il incarne, cette politique libérale qui aujourd'hui est une politique qui est partagée par l'extrême droite, que ce soit en matière sociale, écologique ou même fiscale. Quand les amis de Madame Le Pen en Italie font la même flat tax que Monsieur Macron en France. Donc c'est contre ces idées-là que nous combattons. Et là-dessus, je pense que nous n'en démorderons pas jusqu'au 26 mai, mais bien après, comptez sur nous pour nous avoir sur leur route. Steve Bannon est en France pour soutenir la liste du Rassemblement national. Est-ce que, comme vos rivaux de la liste Renaissance, vous dénoncez une ingérence ou une atteinte à la souveraineté des élections? Je crois qu'au-delà de l'ingérence, ce que cela démontre, c'est qu'aujourd'hui, de quel nom et quel est le visage de l'extrême droite en France. Cette extrême droite est extrêmement libérale. Vous n'avez pas pire représentant du libéralisme économique que Steve Bannon. Et donc à tous ceux qui pensent mettre un bulletin de vote pour le Rassemblement national, c'est déjouer ces politiques-là, on a une preuve supplémentaire avec la présence de Steve Bannon en France et le soutien affiché au Rassemblement national, que tout ce qu'ils veulent, c'est les mêmes politiques ultralibérales qui sont menées aux États-Unis. Vous voulez dire un mot de plus sur l'ingérence ?
Non. Tu dis, hein. J'ai pas compris l'ingérence de qui il était question. Des États-Unis sur la France, enfin de forces étrangères. Est-ce qu'il y a une capacité d'influence en fait sur les élections, sur cette campagne? De qui? Des États-Unis? Non, de Steve Bannon. Steve Bannon. Bah, je crois que aujourd'hui, ce que veut démontrer, c'est que le Rassemblement national aurait une perspective européenne. Bah ouais, ils ont une perspective européenne. Qu'ont fait les amis de Madame Le Pen en Autriche? Vous avez sûrement tous vu la polémique aujourd'hui. Les amis de Madame Le Pen, le FPO est quand même pris dans la main dans le sac d'une sacrée affaire de corruption en Autriche, qui crée un gros désordre institutionnel en Autriche. Voilà de quoi est le nom aujourd'hui l'extrême droite. Donc regardons les amis de Madame Le Pen au niveau international. Je crois que ça en dit long sur la politique qu'ils veulent mener et que leurs amis ont menée dans d'autres pays. Ça fait partie du choix, de toute façon, dans l'élection. La question, là vous parlez de Steve Bannon et des durs de durs nord-américains. On voit bien que les équipes autour de Trump commettent de nombreuses erreurs d'appréciation sur la situation qui les conduisent à faire de la surenchère. Votre collègue, M. Frachon, dans Le Monde, de vendredi, faisait un point que j'ai trouvé très pointu sur le risque que comportaient les aventures contre l'Iran que le président des États-Unis déclenche. Alors on comprend bien les raisons, hein, on peut comprendre les raisons, mais il y avait le choix entre continuer l'accord ou se lancer dans un nouveau bras de fer. Et le bras de fer part sur une opération militaire. Alors quel est le rapport? Le rapport est que, en général, toute l'Europe s'aligne sur les positions des États-Unis d'Amérique. Ça fait partie du vote. Bon, si vous voulez voter autant, un peu plus de Bannon, un peu moins, eh ben, vous votez pas pour nous. Hein. Mais si vous voulez vraiment voter contre ces gens-là, il faut voter pour nous. Quant à l'ingérence, d'une manière générale, moi je suis devenu un peu suspicieux parce que maintenant on la met à toutes les sauces, comme si les gens n'étaient pas capables dans notre pays de faire la part des choses, de réfléchir par eux-mêmes. L'extrême droite en France, vous devez la prendre pour ce qu'elle est. Vous avez vu avec qui elle était en meeting récemment. Voilà, bon, bah, ça suffit à montrer ce qu'ils sont. L'Europe est à nouveau un moment clé de son histoire, où la guerre menace et où les tensions font appel au sang-froid des États et des chefs d'État et des chefs de gouvernement. Eux, c'est des pousses au crime, clairement. Mais je ne sais pas si je réponds à votre question. Comment analysez-vous la sortie de Mme Merkel sur l'égard de M. Macron récemment ? Je te laisse répondre, c'est pas Merkel. C'est pas moi, Vas-y. Ben, je crois qu'ils sont en campagne électorale, les deux. Madame Merkel veut à tout prix faire élire un président de la Commission qui soit un Allemand, de son parti. Ça fait des mois qu'on le sait. Et d'ailleurs, j'avais dit au président de la République à Marseille que, de mon point de vue, les Français n'avaient aucun intérêt à ce que le président de la Commission soit un homme de la droite allemande. Parce qu'ils aggraveraient la crise économique qui sévit sur tout le vieux continent avec leur politique, la seule qu'ils connaissent, qui est les coupes budgétaires et une confiance aveuglée dans le marché. Et il m'avait répondu que j'avais raison, donc j'étais content. Bon, apparemment, il n'a pas fait grand-chose, et tout d'un coup, il annonce qu'il ne croit plus, qu'il ne veut plus que la règle qu'il s'était fixée entre eux, excusez-moi, c'est un peu complexe, d'élire comme président de la Commission le représentant du parti qui avait le plus de voix. M. Macron a décidé qu'il n'en voulait plus. Et du coup, il propose une autre coalition autour de lui, à laquelle adhèrent les Verts, les sociaux-démocrates et les extrêmes centristes du Parlement européen. Donc on est juste dans un moment de compétition électorale. Voilà. Après, ce qui est clair, c'est que nous sommes là, nous remettons le doigt sur le malentendu qui existe entre Français et Allemands. Nous, ici, nous parlons du couple franco-allemand, ce qui suppose une dimension d'affection et même de libido qui n'a jamais existé dans l'esprit des gouvernants allemands, qui, eux, appellent ça un moteur, qui est quelque chose qu'ils connaissent mieux que les sentiments. Et voilà, point. Le moteur doit pousser la voiture dans le sens que eux ont prévu. Voilà comment je l'analyse. Et je crois que si ça pouvait être une bonne douche froide pour les dirigeants français, pour qu'ils arrêtent de bêler en cadence « oui, madame » dès qu'elle ouvre la bouche, on aurait fait un progrès dans cette campagne électorale. Nous aurons le moment venu à faire des choix.
notre coalition, maintenant le peuple, ne croit pas du tout que le véritable enjeu dans le Parlement européen qui va se constituer, ce soit entre l'extrême droite et les progressistes. On ne croit pas à ça. On pense que ça va être à nouveau une compétition entre différentes variantes du même social-libéralisme ou libéralisme plus ou moins social. C'est ça qui va se jouer. Et donc, nous, évidemment, notre but sera de mettre le pied dans la porte pour empêcher que tout ça se fasse. D'autres questions ? À gauche, la liste de Yann Brossard a une certaine dynamique, en tout cas ils veulent le faire croire, mais est-ce que vous pensez que cette dynamique peut vous atteindre vous, ou est-ce qu'ils vont plutôt trouver des voix chez les sociodémocrates, Guzman ou Jadot ? L'arithmétique électorale donnera le résultat le 26 mai. Remarquez qu'ils sont plutôt poussés par les médias. C'est tant mieux que des listes soient plutôt bien accueillies par des médias. Après, moi j'ai beaucoup de respect pour Yann Brossard. Je constate juste qu'il faut un moment un peu de cohérence. Quand on a un parti qui gouverne avec les socialistes dans un certain nombre de villes, que ce soit à Paris, que ce soit à Besançon, eh bien, il faut qu'ils assument aujourd'hui de continuer à marcher main dans la main avec le Parti socialiste. Et par ailleurs, voilà, on va voir ce que donne le résultat. Nous, on est extrêmement confiants pour cette élection, parce qu'aujourd'hui, je crois que le socle électoral de la France Insoumise est extrêmement solide, et qu'avec la dynamique qui est certes toute relative, et on ne se satisfera jamais du taux de participation annoncé. Je constate quand même que le taux de participation annoncé augmente un petit peu en s'approchant du scrutin, ce qui est assez logique, ce qui se passe pour chaque scrutin, et je pense que ces points de participation-là peuvent vraiment bénéficier à la France Insoumise, qui incarne justement cette alternative à ce duo comme on le présentait. Puis une dernière chose, la règle électorale faisant que une liste n'a pas d'élus si elle a moins de 5%, je crois qu'aujourd'hui, s'assurer d'une force et d'une voix forte au Parlement européen, c'est voter pour la France Insoumise avec la garantie d'avoir un maximum d'élus, et donc chaque voix votera pour avoir un maximum d'élus dans le Parlement. Est-ce qu'il n'y a pas de regret à une semaine du scrutin de ne pas avoir réussi à faire le rassemblement de la gauche un peu plus largement, sachant que 3%, 10%, tout ça, on n'arrive pas à 50%. Donc, est-ce qu'à un moment, vous avez parlé vous-même de fédération sur un socle commun, de combat commun aujourd'hui, allez, c'est moi qui vais le dire, Henri Peñarol qui va soutenir la liste de Yann Brossard, ça veut dire qu'il peut y avoir des coups, vraisemblablement, en tout cas certains combats communs. À une semaine du scrutin, il n'y a pas de regret. Je crois que, d'abord, je vais vous répondre sur la liste. Je crois que notre liste est une belle liste de rassemblement. Moi, je suis tête de liste. Rien ne présageait il y a 6 mois que je fasse de la politique tout court, en fait. Donc, c'est déjà un premier pas d'avoir des gens issus du milieu associatif qui sont encouragés à sauter le pas de la politique, qui ne fait pas toujours envie. Quand on voit le monde politique, honnêtement, de vous à moi, vous qui suivez et qui êtes des observateurs avisés du monde politique, vous savez à quel point il ne fait pas toujours envie. Et d'avoir la capacité la France Insoumise soit capable d'attirer et de réunir des gens issus du milieu associatif. Plus de 50%, je vais aller jusqu'au bout, plus de 50% des gens de notre liste n'ont aucune carte politique. Et ensuite, il y a sur notre liste quand même un pan entier du Parti socialiste. Il ne faut pas l'oublier. Emmanuel Morel et le courant GRS qui a été créé par Emmanuel Morel. Il y a Sergio Coronado qui vient d'Europe Écologie Les Verts, Farida Amrani qui vient du Parti communiste. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette fédération sur cette liste se fait sur un projet qui est clair, qui est un projet en rupture avec les règles européennes actuelles que nous assumons. Et le fait est que nous avons encore des désaccords avec d'autres listes qui se prétendent de gauche. D'ailleurs, elles sont plus très nombreuses à se prétendre de gauche. Je sais plus trop ce que ce mot veut dire, mais et donc il n'y aurait pas de sens à être sur la même liste sans être en désaccord. Par ailleurs, je veux pas refaire l'histoire, mais il me semble que le Parti communiste est dans une stratégie, le PCF is back, et d'une identité forte. Enfin, j'étais pas là au moment où il y a pu y avoir des discussions bien avant, mais c'est le sentiment que... Je parle pas de vous, je parle pas des gens qui sont sur les listes, je parle des électeurs. Bien sûr, mais vous savez, quand on s'adresse aux électeurs, qu'est-ce qu'on leur dit ? Honnêtement, c'est ce qu'on... Voilà, moi, après cette conférence de presse, je vais aller faire du porte-à-porte. Quand je vais voir les gens en porte-à-porte, d'abord, vous savez, on commence par dire, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une élection européenne le 26 mai prochain ? Une fois sur deux, la réponse est non. Une fois que si la réponse est oui, dans l'hypothèse où elle est non, évidemment, on explique l'enjeu du scrutin. Dans l'hypothèse où elle est oui, quand on leur dit est-ce que vous savez pour qui vous allez voter, certains disent oui, certains disent non. Eh bien, nous, c'est l'occasion de présenter notre projet et notre programme. Alors oui, il y a des électeurs qui hésitent, bien sûr. Eh bien, nous expliquons à ces électeurs-là que nous ne ferons aucun compromis avec la droite, avec les libéraux au niveau européen,
comme ça a pu être trop souvent fait. Et il faut expliquer, parce que c'est compliqué, c'est vrai, les enjeux européens, les institutions européennes, le mécanisme du semestre européen. Personne en France ne connaît le mécanisme du semestre européen. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes la seule liste qui nous opposons à ce dispositif de contrôle budgétaire. On fait ce travail qui est, je pense, le travail d'un mouvement politique que de faire de la pédagogie politique. Et c'est pour ça aussi qu'on a et qu'on peut bénéficier de milliers, de dizaines de milliers de militants mobilisés sur le terrain et qui font un travail extraordinaire et que je veux saluer parce qu'on a assez peu l'occasion de le dire. Un mouvement politique ne repose pas sur moi en tant que tête de liste, sur Jean-Luc Mélenchon en tant que président à l'Assemblée nationale, mais sur tous ces inconnus, ces personnes que vous ne connaissez pas, mais qui aujourd'hui font vivre la politique et que je crois ils se battent avec des belles armes sur le terrain, qui est l'arme de nos idées. Plus de questions ? Juste une petite dernière. Bien sûr. Ça fait 2 meetings en plein air qui sont arrivés pour vous dans cette campagne. Quelle place dans la stratégie ça avait, les meetings en plein air? Est-ce que c'était un peu une histoire de dire on est sur la place publique plus que juste dans les salles? Pourquoi exactement vous avez décidé de faire le 2? Ce qui était risqué, on l'a dit. Ouais, je crois, sans me tromper, que pour les élections présidentielles, vous en aviez fait 2 ou 3. Ouais. Et les élections présidentielles finissaient en avril, donc il y avait plus de chances sur le temps. À Marseille, honnêtement, ça n'a pas eu tant d'importance que cela, puisque le meeting a pu se tenir. Là, on a attendu jusqu'au dernier moment, en croisant les doigts et en se disant, on espérait vraiment jusqu'au dernier moment. On a actualisé toute la semaine. Sachez qu'une grande partie de l'action de campagne, on le dit rarement, mais c'est de regarder la météo. Non, plus sérieusement, pour répondre à votre question sur le fond, oui, c'est vrai. Je pense que la France Insoumise est ce seul mouvement politique qui aujourd'hui a la volonté de reprendre le contrôle de l'espace public. Et que c'est une véritable volonté assumée, quitte à prendre des risques, de faire des meetings sur des places publiques. Parce que la place publique, historiquement, c'est là où on fait de la politique. Moi, j'ai la famille qui vient d'un petit village en Corse et j'ai toujours vu les petits vieux dans mon petit village parler politique sur les bancs de la rue. C'est ça la politique en fait. C'est pas la politique des plateaux télé, c'est pas la politique de polémique politicienne. Je crois que c'est faire la politique avec les gens dans les places publiques. Et oui, c'était une stratégie, c'était une volonté. On n'a pas de chance avec le climat, ce qui permet de remettre une couche sur le dérèglement climatique. Mais après, voilà, on va avoir 2 très beaux meetings auxquels je vous invite à venir extrêmement nombreux à Toulouse et à Lille, parce que ce seront, je pense, les plus gros meetings de cette campagne pour les élections européennes. Toulouse mardi et Lille vendredi. Et voilà, ces meetings auront lieu en intérieur. Rassurez-vous, vous serez au sec. Et je pense qu'il y aura beaucoup de gens mobilisés. Sachez aussi que l'annulation de ce meeting aujourd'hui s'est transformée par une grande opération massive de porte-à-porte dans Paris. Donc on a l'ensemble des militants qui sont mobilisés et que je vais rejoindre pour aller faire du porte-à-porte, et que reprendre l'espace public, on le fait avec des meetings en place publique, mais on le fait aussi en allant directement au contact des gens, et je suis très fière de cette manière de militer. Ouais. Ça vous a réinspiré du coup? Non, mais si, frémissement à 10%, c'est en tout cas ce qui est oui. 19,58% en 2017 pour le premier tour. Où sont passés selon vous les 9,58%? Je peux dire d'abord un premier mot. Je crois que le point de comparaison, si je peux me permettre, c'est d'abord les élections législatives où l'offre politique était similaire. Elle était quand même pas pareille aux présidentielles ou législatives. Donc l'offre politique était similaire entre vous devinez de la tête. Est-ce qu'il y avait le Parti communiste? Est-ce qu'il y avait ELV? Oui, mais bien sûr, et que c'était une force majeure, mais le scrutin n'a rien à voir. Donc le point de comparaison, c'est les élections législatives où le score a été de 11%. Moi, je pense que vu la dynamique positive, nous allons l'excéder. L'objectif est de se poser en effet en 3e voie à ce duel. Et je pense que ce qui fera basculer, et le véritable enjeu, c'est aussi la mobilisation des citoyens. Et plus grande sera la participation, plus elle sera bénéfique à la France Insoumise. Parce qu'aujourd'hui, quand on va faire du porte-à-porte, quand on va tracter sur les marchés, un certain nombre de gens nous disent « Moi, la politique, j'en peux plus. À quoi ça sert de voter ?» Et moi, je veux m'adresser à tous ces gens-là, leur dire oui, moi aussi j'étais écœurée comme vous. Mais c'est, je pense, le fait que nous engageons collectivement et que nous ne mentions pas aux gens. On va pas dire on va tout changer d'une baguette magique avec ces élections européennes, mais on crée une 3e voie, une alternative. Et ça, c'est source d'espoir. Et c'est ce message qu'on va marteler, notamment pour mobiliser un maximum au-delà de ce qui est prévu en termes de participation, qui, je pense, on peut tous le déplorer, est quand même trop faible pour une élection démocratique. Et l'enjeu pour cela, c'est de ne pas se faire confisquer
confisquer ce scrutin, parce que si les gens ne voient qu'un duo entre le Rassemblement national et la République en marche, alors ils pourraient être encore moins tentés d'aller voter, et donc d'où l'importance d'incarner cette troisième voie. Mais tu avais quelque chose à compléter ? Bon, vraiment pour dire... non, l'explication... Non, vas-y, on prend votre question après. Oui, moi je suis d'accord avec votre diagnostic. C'est un problème. C'est un symptôme surtout. La France roule à une crise politique majeure. Alors, moi je veux bien répondre pour ce qui concerne les Insoumis. Je peux montrer en quoi ils essayent de remonter la pente. Et notamment, comme vient de le dire Manon, la seule manière qu'on ait, nous, à notre portée, c'est de dire, continuez à vous impliquer en votant, en participant, bon. Mais c'est pas nous qui portons la responsabilité de cette situation. Parce que si nous souffrons plus que d'autres, pourquoi ? C'est parce que les milieux qui nous ont portés pendant la campagne présidentielle se sont aussitôt retirés de la bataille. Aussitôt. C'est-à-dire que 5 semaines plus tard, aux élections législatives, on était déjà de nouveau à 11,5. Et que c'était une abstention massive dans les milieux populaires. Alors, la nomenclatura du pays trouve ça très bien. Le peuple se mêle de rien, et puis de temps à autre, il explose de rage, et on attend qu'il s'épuise, comme ils l'ont fait avec le mouvement des Gilets jaunes. Nous, on ne peut pas faire autre chose que d'y aller, de continuer, bon... et puis de motiver pour le vote. C'est pour ça qu'on a utilisé la formule, le 26 mai, c'est le 28e épisode des Gilets jaunes. Parce que oui, on le pense. Et nos adversaires aussi, je l'ai dit moi 1000 fois à mes amis, enfin qu'est-ce que vous croyez ? Que vous allez faire un programme où vous dites que vous allez faire la planification écologique, que vous allez faire le retour de l'État, que vous allez faire cesser la fraude fiscale, que vous allez rétablir l'équilibre des impôts, puis que ceux à qui vous comptez prendre tout ça vont vous dire « Ah, quelle bonne idée, on n'y avait pas pensé !» Non, nos adversaires ont sorti leur plus grosse massue et nous ont tapé sans relâche pendant 1 an. Comme si le problème principal de ce pays, c'était nous, pas le Front National. Donc on voit bien que c'est pas leur adversaire. Parce que depuis des semaines et des semaines, c'est après les Insoumis qu'ils en ont. Les belles personnes de la République en marche et du reste. Pour le reste, bon, nous sommes au milieu d'une crise. C'est pourquoi c'est très important le propos liminaire de Manon Aubry. On ne dissociera pas la campagne de la situation politique générale. Si on le fait, d'abord, on finirait par partir comme les autres dans les nuages, mais surtout, on ne serait pas dans ce qui préoccupe vraiment les gens. Si ça les préoccupe, et moi je crois que ça les préoccupe, voilà. Alors, bon, on s'est battu. Maintenant, c'est nous la force. Je vous demande quand même de tenir compte de ça. Après 1 an de campagne, un pilonnage ininterrompu, et pas venant que de nos adversaires, hein, d'aucuns qui se disaient nos amis, on s'est aussi venus apporter et jeter leurs petites pierres pour voir si les fruits allaient tomber. Hein. Tout le monde l'a fait. Et encore aujourd'hui, j'entends un calcul invraisemblable que fait monsieur Yann Brossat, l'adjoint au maire de Madame Hidalgo, qui dirige la liste communiste, et qui, bon, raconte des bobards aux gens, en leur disant, si vous votez pour nous, ça en fera élire 5 d'un coup. Peut-être bien, mais si ça fait pas 5%, ça en va faire perdre 3 de l'autre côté, et qui iront directement au parti majoritaire, ce qu'a dit tout à l'heure Manon. Bon, tout le monde s'y est mis, mais la force, c'est la force. Et c'est nous. Et c'est pourquoi je pense que dans la dernière semaine, les gens qui pensent comme nous, qui sentent comme nous, le danger qui arrive, pas le danger entre nous, les listes, qui arrivent sur la France, qui arrivent sur l'Europe, le danger de guerre, le danger de catastrophe climatique, il faut qu'ils donnent de la force à une force. Tant qu'à faire, nous, puisque nous sommes là, et puisque nous sommes forts. Et on voit bien l'intérêt absolument décisif qu'il y a pour une conscience éclairée, à faire en sorte que ce soit nous les troisièmes, et pas les républicains. Parce que si c'est les Républicains, le lendemain, ça recommencera. On valorisera, vous avez parlé, la dynamique d'une campagne qui permet de passer de 2 à 3,5. Je salue, je veux dire, bon, c'est magnifique, bravo, j'encourage. Mais c'est pas ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est de la conquête du pouvoir, de savoir qui est capable dans ce pays de changer, pas juste les apparences ou le tableau du classement, de changer la réalité, la vie politique du pays. Et ça, c'est le mouvement insoumis. Tout à l'heure, vous avez posé une question sur les regrets qu'on aurait ou pas. Mais quel genre de regret on aurait à avoir? On a fait la liste qui devait être faite, on a assumé notre responsabilité. On prend comme figure de proue quelqu'un qui accepte de venir avec nous, parce que
elle s'en est trouvée convaincue qu'une associative. Il y a tout le courant de gauche du Parti socialiste. On peut pas mieux faire le ménage que ça. Parce que vous me dites le Parti socialiste, je sais pas moi ce qu'il est, le Parti socialiste, allez lui demander à lui. Encore une fois, la plupart de ses dirigeants appellent à voter pour Macron. Et on vient me dire, vous regrettez de ne pas avoir rassemblé la gauche. Imaginez qu'on se retrouve avec des Olibrius pareils, qui en cours de route changent de camp. Bon, et puis pareil pour les écolos. Apparemment, vous êtes moins curieux sur les écolos que sur nous, hein. Ça vous dérange pas que le 8e éligible soit quelqu'un d'aussi suspect que cette personne qui vient de l'Alliance écologique indépendante, qui sont des gens qu'on va qualifier d'un peu perchés, au minimum, hein. Parce qu'on pourrait en dire davantage compte tenu de leur lien avec l'extrême droite. Alors là, ça la merle. Votre collègue du Canard enchaîné, il a trouvé ça étrange. Bref, la force cohérente et rassembleuse, elle est là. Il y a 7 candidats communistes sur la liste. C'est pas moi qui les ai choisis, hein. Moi je vous dis ça maintenant parce que c'est la commission qui a choisi ça. Alors, plus ou moins communiste, je vous dis pas que c'est la liste communiste, mais tous ceux qui sont élus sur la liste de Manon Aubry, ils représentent un panel extrêmement large. Donc non, là, pourquoi on aurait des regrets à avoir embarqué des gens pareils, hein, aussi incertains, aussi incohérents, aussi menteurs, aussi tricheurs que tous ceux qu'on voit. Donc après, c'est la démocratie, hein, voilà, c'est le peuple qui décide. Si on arrive à le faire descendre, on a gagné. Si on n'y arrive pas, ça va être un peu plus dur pour nous, mais c'est une longue histoire que celle-là, hein. Ça fait que commencer sur le continent. Vous aviez une question logistique ? Moins politique et plus logistique, vous avez dit que Toulouse et Lille Il est déjà en train d'arriver. Mais à Marseille, c'était intenable. Il a pris la bonne décision. Ils ont pris la bonne décision parce que